parlais du Far West. Dans le Far West, effectivement, construire des villes, il était une fois dans l'Ouest, hein, les villes sur le train, c'est bien l'objet qui s'est réalisé à Euralil. C'est d'abord une histoire ferroviaire. C'est l'histoire de la deuxième gare, la gare TGV, le lien transmanche. Donc c'est tous ces enjeux vraiment d'une connexion géographique de grande échelle qui se joue à ce moment-là et qui se joue dans une région, dans un territoire qui a besoin de faire muter son économie vers la modernité, qui va voir dans l'occasion du projet immobilier qui va accompagner le projet des gares, l'occasion d'incarner la métropolisation de ce territoire et voilà, de changer d'air, de changer d'histoire économique. Donc ce sera les deux turbines fondamentales, la turbine tertiaire et la turbine ferroviaire. Et ces deux enjeux-là, la turbine tertiaire et la turbine ferroviaire, elle se joue sur une situation de centralité exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on a la qualité immense et l'enjeu immense supplémentaire, c'est d'avoir installé cette gare, ce quartier, à quelques centaines de pas de l'hypercentre historique, donc d'obliger Euralil à jouer un rôle vraiment de couture urbaine entre les quartiers, d'être un vrai quartier de ville. Il y a une sorte de Far West au sens où il a fallu quand même bouleverser pas mal de choses pour déjà laisser passer le TGV qui, dans un premier temps, va passer en tunnel. C'était ce qui était prévu initialement. Et les discussions avec les différents acteurs, notamment l'urbaniste en chef Rem Koolhaas et son agent Soma et l'architecte de la gare Lille-Europe, vont faire que progressivement, la gare, comme on peut le voir derrière nous, va apparaître et se laisser voir et en même temps depuis les trains laisser voir la ville avec la création de cette place en pente sur laquelle on est aujourd'hui, la place François Mitterrand. L'opération qu'on appelle aujourd'hui Euralil, son petit nom technique, c'est le Centre international d'affaires des gares. C'est le triangle d'or Paris-Bruxelles-Londres dans lequel Lille va essayer de jouer sa carte. Donc il y a une volonté d'opérer un tournant dans la métropole. Et Pierre Mauroy, maire de Lille, ancien Premier ministre, Pierre Mauroy avait déjà signé avec Margaret Thatcher le tunnel sous la Manche qui préfigurait finalement le développement de ce réseau TGV nord-ouest européen et va appuyer donc le projet sur une base tertiaire déclinée en 3 temps, un Euralil 1, et alors c'est l'Euralil historique tel qu'on le connaît aujourd'hui, un Euralil 2 sur les terrains de la foire de Lille et puis Euralil 3 dans un 3e temps qui est la gare Saint-Sauveur dont on s'occupe à peine aujourd'hui. Il y a en tout cas un fait métropolitain qui doit s'inscrire en France et qui va constituer ces grands pôles qui s'incarner et qui ont besoin des fonctions qu'apporte ce quartier. Donc la fonction de connexion à toutes les échelles, parce que Euralil c'est le train, donc c'est la grande échelle, c'est la grande vitesse, mais c'est aussi le hub métropolitain où tous les transports, tous les modes de transport, ceux existants, ceux à venir, viennent, se croisent, cherchent à être adressés. Donc il y a vraiment cette turbine des mobilités, plus qu'une turbine ferroviaire, une turbine des mobilités, des réinventions de mobilité qui vont se jouer sur ces quartiers, les enjeux de quartiers tertiaires, de quartiers d'affaires. Et le statut d'Euralil, c'est d'être le quartier qui permet à la métropole lilloise de jouer son rôle de capitale régionale. Un quartier d'affaires, avant tout, c'est du tertiaire, c'est des bureaux. On le voit derrière moi, on est au cœur de ce qu'on a appelé le Centre international d'affaires des gares. La grande force du projet, c'est aussi du centre commercial, c'est d'agglomérer un certain nombre de programmes beaucoup plus importants que le simple centre commercial, son hypermarché et ses boutiques. On va retrouver du logement classique, on va trouver des équipements hôteliers, de la résidence service et hôtelière, mais aussi le casino Barrière qui s'est implanté plus récemment, qui propose en dehors de ces salles de jeu classiques pour un casino, une salle de spectacle avec une programmation assez importante, et puis aussi à proximité immédiate le Zénith sur l'île Grand Palais qui lui aussi propose maints spectacles.
restait un terrain triangulaire sur lequel il était possible de construire un bâtiment assez important. Et Euralil a longtemps hésité sur ce qu'elle désirait y mettre. Et donc finalement, ils ont décidé de lancer une compétition auprès des casinotiers pour y construire un casino. Et à l'époque, Pierre Mauroy il rajoutait qu'il désirait aussi que l'on construisit à Lille un hôtel haut de gamme. Et donc nous avons fait un projet et Lucien Barrière a rajouté aux 2 équipements précédents, c'est-à-dire au casino et à l'hôtel 5 étoiles, une salle de spectacle. Le bâtiment est une sorte d'assemblage assez sophistiqué de ces 3 fonctions, dont l'une s'étire longuement et donne sur le futur parc, sur ce qui est aujourd'hui le parc des Dondènes. Et ça, aujourd'hui, là aussi, il y avait une mutation très profonde dans l'esprit des casinos. C'est que les casinos, qui ont été longtemps des bâtiments fermés, ouverts seulement la nuit, et dans lesquels il ne fallait pas voir ce qui se passait à l'intérieur. Bon, et pour la première fois, Lucien Barrière avait décidé donc de faire une grande façade vitrée largement, donnant sur le parc, d'où de l'intérieur du casino on pourrait voir le parc, et de l'extérieur on pourrait voir l'intérieur du casino librement. Voilà. Il voulait un hôtel avec des suites très jolies, très modernes. Et donc j'ai fait une sorte de proue comme ça, très, très profilée, avec une arête, une pointe, qui est posée sur l'équipement du casino, comme ça, et qui a une entrée particulière évidemment, et qui est tournée vers le centre d'Euralil. Et sur le côté, dans la partie qui est vers l'avenue Willy-Brandt, qui est glissée la salle de spectacle. Et donc voilà, donc ça donne un bâtiment assez étrange, puisqu'on a rarement vu un bâtiment comme ça. C'est un assemblage de fonctions que l'on voit maintenant dans les villes contemporaines, dans lesquelles on assemble des fonctions qui étaient antérieurement séparées. Avant, on aurait fait un théâtre, un casino, un hôtel. Là maintenant, on prend les 3 et on les combine les uns avec les autres. On agrège en quelque sorte les fonctions. Et cela ouvre un champ pour l'architecte qui est tout à fait nouveau, de forme, de rapport de matière, de lumière, voilà. Donc j'ai tiré parti de ça pour faire un bâtiment tout à fait nouveau. Axe Europe a cette particularité d'être, on va dire, à l'arrière de la grande pièce maîtresse d'Euralil. Et il est situé dans une zone particulière entre la nouvelle gare, donc Lille Europe, qui a été réalisée en 1994, et le périphérique. Donc il est en marge de l'île Intramuros. Et l'idée de ce projet, c'est de penser qu'il y avait un début et une fin. Et donc on disait qu'il y avait une proue et une poupe. C'est une espèce de grand navire. Et effectivement, la proue s'adresse à un grand parc, et donc il a une forme particulière parce que d'un seul coup, il va avoir un visage. On va dire que c'est une architecture à la fois abstraite parce que c'est un contenu de bureau, mais en même temps figurative, puisqu'elle s'adresse comme ça, en montrant son nez, ou son œil, ou son visage, à ce parc, et puis un peu d'humour à travers ces taches noires sur fond blanc. Donc est-ce que ce sont des métaphores que je vous laisse imaginer ou pas? Disons que voilà, c'est quelque chose qui questionne sans trouver parfois de raison objective d'exister. Alors le blanc et le noir, c'est aussi peut-être les couleurs qui servent à faire du gris dans l'ensemble d'Euralil, puisqu'effectivement c'est une couleur qui est dominante, une couleur neutre, voilà, qui ne choque personne. Le fait de mettre du blanc et du noir qui sert à faire le gris, c'est quelque chose que j'imagine tout de suite. Là, peut-être aussi, c'est des choses qui sont plus contrastées, hein, qui sont plus volontaires. Voilà. L'image des programmes de bureau qu'on va trouver sur Euralil est très liée finalement à l'ambition qui est portée par le centre d'affaires en tant que tel. En plus de ça, c'est cet ensemble de bureaux qu'on voit derrière moi, mais il y en a d'autres qui se développent sur le territoire d'Euralil. Là, on est vraiment au cœur du nœud ferroviaire.
au cœur, voire par-dessus le nœud ferroviaire, qui vient souligner le passage du TGV, c'est l'emplacement des tours. Et puis à côté, on a cette sorte d'allégorie du train avec ces immeubles de bureaux qui se suivent les uns des autres, d'où la monumentalité des programmes qu'on peut voir derrière nous. Le Axe Europe de José Luis Mateo. Un peu plus loin, on a les immeubles de Jean-Paul Viguier, Quartz et Cristal Europe. En tout, c'est 21 000 m² sur des plateaux d'un peu plus de 1500-2000 m². Donc là, il s'agissait de construire des bâtiments de bureaux. C'était une opération qui préconisait en gros 3 bâtiments de bureaux sur ce quartier qui était en quelque sorte dans un arc tracé par l'autoroute. Ce qui frappe évidemment tout le monde dans cette opération, c'est que ces bâtiments, je ne les ai pas arrêtés au bord de l'autoroute, je les ai poussés comme si je cherchais à les mettre au-dessus de l'autoroute. Ils sont juste posés comme ça sur le truc. Donc c'est-à-dire que la lourdeur de la forme en réalité qui aurait pu naître de ce parallélépipède assez banal finalement, sans aucune modulature architecturale, a été à un moment totalement transformé par le fait qu'il soit comme ça posé, qu'il soit en porte-à-faux, ce qui a donné l'impression qu'il leur a donné une grande légèreté de forme, finalement, le fait qu'ils avancent dans le vide. Les façades latérales, elles, sont revêtues de métal et ont des fenêtres nues. J'ai fait glisser 3 lames comme ça, les unes par rapport aux autres, et ces 3 lames s'expriment à l'extrémité du bâtiment et sont totalement vitrées, du haut jusqu'en bas. Qui évidemment donne 3 lames de lumière la nuit. Lorsqu'on les voit de Port à Lille, on voit 3 traits verticaux de lumière comme ça qui traduisent la tranche de ce bâtiment. Une grande force du plan masse, c'est que c'est un plan masse qui met en place un certain nombre d'invariants sans trop écrire tout ça dans le marbre, ce qui nous permet encore aujourd'hui de travailler dans le cadre de ces invariants mis sur le papier il y a plus de 20 ans. Et au niveau architectural, en dehors d'une volonté de rester dans une écriture d'architecture contemporaine, il n'allait pas trop loin. Une volonté pour les tours, c'est d'avoir des tours très diversifiées sur l'ensemble du projet. Alors on en a 2, elles sont très diversifiées, très différentes. La tour de Christian de Porzampar en forme de L est devenue un peu un symbole métropolitain, en tout cas même pour la ville de Lille. Mais il y avait cette volonté dans l'écriture des immeubles de grande hauteur d'avoir une grande diversité. Il y a toujours une relation amour-haine sur les tours. Elles incarnent une certaine modernité triomphante et elles peuvent être justement critiquées pour être un paragon de cette modernité triomphante. Donc, mais les tours, aujourd'hui, cette tour, particulièrement la tour de Porzampar, devient un symbole de ce territoire, un symbole de cette transformation, et je pense qu'elle est aujourd'hui vraiment un symbole dont tous les métropolitains peuvent s'approprier le sens, qui est effectivement le sens d'une métropole qui, sans vouloir jouer le gigantisme, sans en avoir les moyens, se met au niveau de ce qu'elle doit être, une capitale régionale. Donc il y a un aspect monumental qui est celui de la quantité des enjeux qui s'y déploient. Nous, on est arrivé dans le quartier étant la dernière parcelle de la phase 1 d'Euralille qui a pratiquement commencé 20 ans avant. Quand on était étudiant, on a pratiquement étudié ce quartier comme un nouveau modèle urbain lié à la mobilité, au réseau, au transport, qui pouvait installer une forme d'urbanité qui dépassait celle du territoire. Le projet que nous avons mis en place n'est pas autre chose qu'un volume sculpté dans lequel arrivent toutes les intentions ou toutes les logiques urbaines qui sont autour de cette parcelle. Donc on a chargé ce volume potentiel de toutes ces ambitions et on a commencé à faire couper à droite et à gauche jusqu'à ce que cette forme ne s'est pas générée. Et aussi l'envie que cet immeuble puisse jouer avec la lumière, donc ça nous a amené au cuivre, ça nous a amené au cuivre et donc au temps. Parce que le cuivre est une matière qui évolue. Et on est arrivé à ce nœud, parce que le projet est l'expression d'un nœud, qui devient quelque chose de vertical. Dans ce système, on a généré des espaces de travail
Et ce qui est assez drôle, c'est que du coup, il n'y a pas un plateau qui est comme un autre, mais ça a généré une offre qui n'était pas là, dans un quartier où la petite échelle n'existait pas. L'idée était qu'il fallait que l'immeuble puisse devenir un véritable catalyseur de ville. Au cœur de ce système tertiaire, la turbine tertiaire, comme l'appelaient Pierre Mauroy et Jean-Paul Bayetto, on essaye de réinsuffler de la vie, et notamment des programmes de loisirs, d'activités, puisqu'on est aujourd'hui une sorte de tournant dans les centres d'affaires et les centres tertiaires pour essayer d'avoir une vie un peu plus confortable pour les utilisateurs et d'essayer de mutualiser ou mélanger en fait les genres. C'est le Jardin des Géants. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que c'est le jardin de la communauté de communes au départ, qui a changé de nom maintenant, qui est une métropole. Mais c'est vraiment, le site est au pied de la métropole. Vu qu'on est bordé par le périph', il y a des connexions évidentes à trouver entre le jardin et le reste de la ville, et notamment Euralille. Et ces connexions, en fait, elles étaient assez faibles au départ et elles nous ont amenés à structurer le jardin de telle ou telle façon, de manière à ce que ça reste un lieu de passage et puis de favoriser le passage, les connexions, et en même temps qu'on y trouve la dimension du jardin, propre du jardin, qui est un espace qui permet de s'extraire un peu du contexte. Il y a 3 parties essentielles à distinguer. Elles ont été composées en fonction du contexte proche. On distingue d'abord le parvis, qui est vraiment la séquence d'entrée. C'est une partie qu'on a décidé de laisser ouverte parce qu'elle faisait le socle d'entrée de la communauté de communes, de la métropole aujourd'hui. Et il était pour nous évident que ça devait rester une espèce de grande plateforme comme ça qu'on traverse en plus, parce que ça répond vraiment au flux d'entrée et de sortie. Et cette grande plateforme devait être teintée du jardin, mais en même temps, un véritable espace public très ouvert. Quand on continue, en fait, le jardin lui-même est composé de 2 grandes parties. L'herbe des géants, qu'on a appelé l'herbe des géants, qui est une sorte de plongée où on travaille la façon dont on peut s'extraire justement du contexte. Et tous les chemins en fait partent de là. On est accompagné de l'eau aussi dans cette partie-là. Et avant d'arriver finalement à la dernière partie du jardin, qui est le jardin des sources, on a été avec nos bâtons de sourcier retrouver la fertilité, l'eau. Et ce dernier espace est vraiment très varié, très riche. Il permet beaucoup de situations. Le fil rouge, c'est un peu le titre finalement, Jardin des géants. Les géants, gardiens des cités. Ça fait partie de la culture du Nord. On a travaillé avec des artistes sur ce projet. Et on leur a demandé de travailler sur le bestiaire. Donc on a une allée avec des têtes cracheuses. Et parce que les géants du Nord, ça pouvait être des personnages, vraiment des personnes comme vous et moi. Ça pouvait être aussi des animaux. Et voilà, on part un peu dans le très poétique. On a aussi fait travailler Stéphanie Butier. Elle est venue tresser des très grands visages qui font pour les plus grands 4-5 mètres de haut. Et ces têtes un peu étranges. Elles sont tantôt en osier désactivé, c'est-à-dire en osier bois, tantôt en osier laissé actif, ça veut dire que elles poussent, elles ont des cheveux, elles poussent, etc. Et le jardin, c'est aussi le lieu de l'incroyable, de voir les têtes des géants émerger des bassins, émerger des massifs. Et puis tantôt ils sont bien rasés, tantôt ils ont vraiment la tête hirsute. Et le jardin, il est animé de tout ça, à la fois toutes ces richesses végétale, du travail sur les différents espaces, sur les différentes ambiances, mais sur toutes ces petites choses qu'on peut trouver et qui racontent plein d'histoires. Le secteur Saint-Maurice 3D, c'est un secteur assez petit finalement, qui se développe à l'est
du boulevard périphérique, donc à l'est du quartier d'affaires, et qui vient se raccrocher à un quartier historique de la ville, un de ses faubourgs, qui s'appelle Saint-Maurice. Historiquement, Source Quartier est programmé par l'agence et par la société d'aménagement à l'époque que du logement, mais aussi une partie de tertiaire qui va finalement offrir une barrière naturelle aux nuisances acoustiques du boulevard périphérique et permettre de développer cet ensemble d'immeubles de logement dans un environnement un peu plus calme et adouci. Il y a une volonté dès le départ sur le secteur Saint-Maurice 3D de jouer déjà de ce qui est présent. Donc on a un secteur qui est largement planté, où on a des arbres de tige en forte quantité, et il y aura une volonté d'en garder le plus possible. L'idée principale de ce quartier, c'est de travailler sur le principe d'un îlot ouvert et traversant, avec ce jeu de hauteur de référence, une grande hauteur et une hauteur moyenne, qui permettent de jouer des volumes et de lancer à travers l'ensemble du quartier des perspectives lointaines malgré la forte densité du site. Dans l'histoire de Rallye, c'est un quartier charnière, puisque autant au niveau temporel que programmation, il se passe quelque chose avec la manière dont on va travailler ce site, et il préfigure un peu la manière dont on va développer notamment Euralille 2, notamment à travers sa programmation. Euralille 2, c'est la juste prolongation du développement du projet initial qui se voulait s'étendre d'un Euralille 1 à un Euralille 3 sur des territoires potentiellement à mutation dans le temps. On n'est plus dans la volonté de prolonger un centre d'affaires qui existe bien et qui se constitue au cœur du projet historique. On est vraiment sur la volonté de tirer la ville le plus loin possible, et notamment sur les territoires sud. Ce qui va initier l'opération d'Euralille 2, c'est la volonté de la région de constituer son siège. Et le président de l'époque, M. Delbar, va vouloir constituer un siège en tant que tel. Et suite à plusieurs hypothèses d'implantation, c'est le territoire de l'ancienne foire de Lille qui va être choisi. Ce bâtiment, il était conçu par rapport au contexte, mais l'élément le plus dur dans le cadre de ce bâtiment, c'était le contexte automobile. Pas tant les bâtiments voisins, parce que les bâtiments voisins, on a un écart avec l'île Grand Palais, et de l'autre côté, c'était pas encore construit. Donc on arrivait sur un site qui était vierge, qui était l'ancien site de la foire de Lille, et on avait comme contrainte majeure la présence de l'autoroute qui passe le long, et surtout le fait que le terrain d'assiette est coupé en deux par une voie de pénétration, c'était déjà prévu dans le plan d'Euralille, une pénétrante de Lille, qui imposait de faire un bâtiment en deux parties, ou tout au moins sur deux emprises. Et il y avait une volonté qui était indiquée dans le cadre du concours, qui était que l'entrée devait se faire sur la partie nord, c'est-à-dire côté l'île Grand Palais. Et qui disait entrée, disait nécessairement les locaux politiques, l'hémicycle, les salles de réunion, puisque c'est là où éventuellement du public pouvait venir. Il fallait donc qu'on ait de ce côté-ci, du côté nord, l'ensemble de ces locaux. Et dans l'autre côté, le socle technique dans lequel prennent place l'ensemble des services, puisque l'objectif du siège de région, c'était de regrouper tous les services qui étaient disséminés de tous les côtés. Une fois qu'on avait fait ces deux socles, on ne peut pas faire deux bâtiments, il faut qu'on crée une entité, il faut qu'on donne une identité à la région qui n'en avait pas. Donc on a fait cette espèce de grande nappe qui est à 12 mètres au-dessus du sol, qui relie tout le monde. C'est-à-dire qu'on a aussi bien les bureaux des hommes politiques que les bureaux du personnel qui franchissent la voie par-dessus, et ce qui permet d'avoir un seul bâtiment, et un seul bâtiment qui a une présence. Et en plus, on a, pour donner une identité et en référence un peu aux différents beffrois de la région, voulu la création de ce signal qui fait qu'on voit le bâtiment
depuis le lointain, avec un point de repère, et aussi bien évidemment depuis la ville. L'aventure urbaine, elle sait, dans les 20 dernières années, elle va continuer à se déployer effectivement vers le sud avec d'autres dimensions, une dimension d'ailleurs de plus en plus résidentielle, plus on s'est éloigné vers le sud, plus l'importance des programmes sont des programmes de logement dans la grande majorité. Pas que, mais on a toujours porté beaucoup de mixité. En fait, il y a beaucoup plus de logements qu'on imagine dans le cœur de Rallye et il y a beaucoup plus d'activités économiques qu'on imagine à Porte de Valenciennes, mais on a apporté cette mixité, puis cette modernité résolue et assumée sur la suite du projet urbain qui constitue un arc important du développement de l'hypercentre de cette métropole. Donc c'est une coproduction. Donc Rallye 2, c'est une coproduction entre des paysagistes et des architectes. Et comme le sujet était un sujet qui était finalement totalement neuf, parce que si on resserre un peu le contexte, on s'aperçoit qu'on a l'autoroute qui sert maintenant de périphérique, et de l'autre côté, l'ancien périphérique, donc c'est un peu les Maréchaux Lillois, qui est un boulevard quand même de taille conséquente, avec beaucoup de flux dans les heures de pointe. Et faire habiter les gens entre ces deux infrastructures très routières, c'était un peu compliqué. Lorsqu'on est arrivé, il restait encore un grand bâtiment qui longeait le périphérique, et le reste était un sol inerte qui servait de parking. Donc non seulement zéro biodiversité, mais zéro fertilité et zéro perméabilité. Donc c'est un changement de paradigme absolument total. Donc d'une certaine manière, ce site était assez isolé et en même temps physiquement, mentalement donc assez isolé, et physiquement assez proche parce qu'on est à 10-12 minutes à pied de la mairie. Donc on est à la fois loin et proche. C'est un peu la caractéristique du lieu. C'est cette idée-là du lointain et du proche qui un peu a guidé le projet. L'autre problématique qui se rattache à cette idée de l'éloignement et de la proximité, c'est effectivement le bruit. C'est un peu l'idée de l'œil de cyclone, où au fond on a considéré qu'il fallait bâtir la périphérie, donc d'une manière peut-être accentuer la notion d'isolement physique, pour trouver ce calme quasi total au cœur de la partie habitée. Et donc pour protéger ce bois habité du bruit de l'avenue, ils ont décidé de construire des grands bâtiments. Le polychrome se trouve dans cette séquence-là, donc en interface entre l'avenue et le boulevard, et le bois habité qui est un quartier calme finalement. Et donc c'était important de traiter dans un même ensemble, parce que c'est très cohérent, les façades sont toutes traitées de la même manière, mais cette dualité plus la ville plus dense, plus lisse, et puis le quartier plus végétal presque, plus dans le bois, plus domestique. L'accent avait été mis sur ce projet sur les espaces intermédiaires, donc les balcons qui étaient plus grands que ce qu'on fait d'ordinaire, les terrasses, parce qu'il y a quand même plusieurs terrasses plantées. On voulait que les gens puissent mettre du végétal en fait, sur leurs espaces intermédiaires et que ça soit, voilà, c'est ça l'esprit du bois habité. On leur faisait des balcons verts, mais où ils allaient mettre des vraies plantes, on espère. Même à la limite, si le balcon n'est pas utilisé pour prendre son petit déjeuner ou lire sur son balcon, ça apporte déjà un grand plus au logement lui-même. La deuxième chose, c'était finalement s'affranchir aussi en certaine mesure de la voiture, qui est la question récurrente dans tous les projets urbains. C'est comment réduire cette présence, comment offrir un espace public qui ne soit pas complètement envahi par la voiture, d'autant plus ici, puisque le silence étant acquis, il ne fallait pas le perdre en cours de route. Et donc finalement, l'idée ça a été de construire la partie centrale du bois habité sur une trame qui est une trame de 16 mètres, en supprimant le couple habituel rue-jardin, c'est-à-dire rue-bâtiment-jardin. On n'a pas de rue ici, sauf une rue périphérique qui permet de distribuer l'ensemble des logements, les parkings étant en souterrain. L'échelle finalement de ces bâtiments, R+3 en moyenne on va dire, fait que finalement un seul niveau
suffit à répondre aux besoins de stationnement en souterrain pour l'ensemble, plus les places extérieures sur cette rue périphérique, pour l'ensemble de l'opération. Donc on avait un dispositif qui nous permettait de nous affranchir de la voiture complètement, et donc on a une succession alterne des espaces qui sont publics et qui sont des cours, on peut appeler des cours dans le sens des cours qu'on trouve dans le sud, plantés, donc avec un sol engazonné et évidemment plantés d'arbres. Et ils alternent côté intérieur avec les jardins privés, mais pas complètement. Certains ont des parties communes. L'autre grand principe finalement du bois habité, ce qui fait sa qualité, une fois que tout ce que je viens de préciter était acquis, c'est l'idée que finalement, quel que soit l'endroit où on est, qu'on soit dans sa salle de bain, dans sa cuisine, dans son salon, sur sa terrasse, dans son jardin ou dans l'espace public, ce qu'on a comme horizon, ce sont les arbres. Il y a un quartier qui a été conçu donc, par l'équipe du Sapin Leclerc et on s'inscrit donc sur un lot, donc sur une entité. On est donc uniquement acteur cette fois du scénario qui est écrit. Le bois habité, l'idée de finalement au fond restituer un habitat qui est complètement imbriqué dans un bois artificielle, puisque bien on est sur une friche industrielle, hein. Donc, mais donc un lieu extrêmement planté et où finalement quelque part on revisite un peu l'habitat individuel. On a refait à l'intérieur de ce lot une sorte de mini plan urbain, je dirais, en éclatant complètement le plot construit qui nous était donné. Donc il est complètement fragmenté, il est complètement imbriqué. Là pour le coup, on a prolongé les espaces paysagers, les espaces plantés qui se trouvent de part et d'autre de ce bloc, et on les a fait finalement, on a fait rentrer ce bois et ces plantations à l'intérieur même des blocs fragmentés. C'est un lieu en fait suspendu, qui est une passerelle, qui est appropriable, qui forme en fait des lieux de collectif, comme des espaces publics, et qui sont aussi par endroits appropriables par les habitants. Le travail sur le skyline est très important. On est sur des volumétries en fait qui sont à chaque fois uniques, différentes. On a des hauteurs différentes. On est quand même malgré tout ça. Alors, là aussi, on a souhaité, au lieu de répondre en fait sur l'entité en fait du lot avec un bâtiment de la même hauteur, on a densifié un peu plus un côté pour pouvoir se trouver plus de liberté de skyline de l'autre et répondre bien évidemment quand même à tout le programme qui nous était demandé. Quand on a reçu le concept du bois habité, on s'est tout de suite posé la question justement de ce positionnement du logement avec son vis-à-vis, avec le contexte urbain. Et très vite, on a travaillé sur cette notion qui était de la cabane dans les arbres. Il y avait cette idée de vraiment créer un oasis urbain sur lequel on pourrait habiter à côté des arbres, dans les arbres, au-dessus des arbres, au-dessus des frondaisons. Et ce concept-là était quand même sacrément intéressant. Pour nous, il était presque évident que depuis le balcon, depuis la terrasse suspendue, on touchait l'arbre. On était vraiment dans le feuillage, on était dans les branches et on construisait quelque part sa cabane dans les arbres. On a surélevé le bâtiment, on est venu le mettre sur pilotis, et là c'est la relation du parcours, du piéton qui donne à voir aussi les intériorités d'îlots et le monde végétal. Donc sur les extrémités on est plutôt percé, et sur la partie centrale on évide et on rend en dépression volumétrique le bâtiment. L'idée c'est de fabriquer une première peau qu'on a appelée écorce, sur lequel on va avoir une référence au bois, une référence au béton bois,
quelque chose qui va s'apparenter bien évidemment au tronc et au branchage. Il était important d'aller rechercher une matérialité qui soit en écho avec ce concept de bois habité. Et donc on a cherché un bois qui pouvait, au moins sur les premières années, garder cet espace, cet aspect bois verni, entre guillemets, qui nous plaît moins, et qui puisse après trouver son altération, son grisement, et qui puisse au contraire là véritablement se fondre dans le quartier, tout en gardant cette brillance, puisque le mélèze a cette capacité de garder sa structure en termes de bois, son veinage, et de trouver des reflets plutôt intéressants. Cette question finalement de la quartier durable, parce qu'il faut appeler ça comme ça, elle touche aussi bien évidemment la gestion de l'eau. Vous voyez autour de vous, les bords finalement de l'espace public sont en légère déclivité, sont en léger creux. Ça permet à la fois de se distancier, d'avoir une certaine distance par rapport aux habitations qui sont au rez-de-chaussée. Ça permet également de donner un peu de lumière naturelle au parking, au stationnement, et en même temps ça gère les eaux pluviales qui ensuite sont conduites un peu plus loin dans des noues avec le stockage, etc. Et donc finalement une gestion habituelle maintenant, mais qui à l'époque n'était pas encore très courant. On avait quand même une obligation de produire un centre de logement, une densité, des mètres carrés de SDP, de surface de plancher, pour deux raisons. D'abord pour que finalement ce rapport entre ce qui est de l'ordre du construit et ce qui est de l'ordre du végétal soit plutôt initié par le végétal. Et finalement, ce qui donne l'échelle du quartier, ce sont les arbres, ce ne sont pas les bâtiments. Ici, c'est vraiment le bois qui doit fabriquer le lieu. Les matériaux, c'est très minimal. On a un matériau de trottoir et de voirie qui est le même, c'est des pavés 8-8 en granit. Oui, effectivement, une très grande simplicité qui a le mérite d'être durable aussi. Voilà, donc sur le matériau simple et a priori durable. Nous, le projet ici, donc on a fait, c'est le dernier en fait groupe. Donc c'est déjà un paysage un peu constitué. On a voulu donner cette idée qu'on peut vivre en ville et en fait vivre au milieu des arbres et au milieu de la densité urbaine. Donc on a dit que le logement il commençait dans la rue. Donc il n'y avait pas deux espaces, l'espace public et une espèce d'épaisseur un peu anonyme de couloir, de hall d'entrée, et puis ensuite en fait sa porte et son logement. Donc on a sa porte très très vite adressée et présente sur l'espace public, et c'est la rue qui vient jusqu'à la porte, même si vous habitez au R+2. On a utilisé aussi l'épaisseur végétale pour pouvoir travailler cette protection au regard. Mais effectivement, il fallait aussi faire attention à ne pas pénaliser, puis surtout dans le cas du passif, l'apport solaire. Donc on a les émergences, on est très vite en émergence, et en fait les arbres sont présents, on va dire, sur l'extrados du projet et des bâtiments, mais très vite les bâtiments émergent, et donc il y a des jeux de terrasses intérieures qui elles sont complètement à l'abri de la présence trop forte de l'arbre, et qui permettent, avec cette multiplicité de vues, à un logement d'avoir effectivement un contact à un moment très fort avec le végétal. C'est le bois habité, il fallait rechercher ce contact physique. On me dit que je vais vivre dans les arbres, je vais les voir. Mais sur une autre fenêtre qui donne la lumière. Et dès la conception, on trace un fil rouge qui est là, l'étanchéité à l'air, tout comme l'étanchéité à l'eau. Et donc après, il y a juste une petite batterie qui est un équipement particulier au passif qui est dans le logement et qui va en fait récupérer toutes les thermies qu'on prend dans l'air de la cuisine, la salle de bain, et qui va réchauffer l'air qu'on va réinsuffler. On maîtrise l'échange thermique et on arrête, comme dans les maisons classiques, de rejeter de l'air qu'on a chauffé et de faire entrer de l'air froid. Je
pense qu'on pourrait dire qu'un projet, c'est d'abord des situations. Le contexte, c'est le bout, c'est l'extrémité de Rallye 2, donc le long du boulevard Hoover, qui vient terminer ce tronçon de ville et qui vient commencer un nouveau tronçon avec le triangle Saint-Sauveur. Donc déjà, ça contient une forme de parallélépipède assez minimal, à partir duquel on va sculpter pour fabriquer des volumes qu'on a appelés en dos de chameau. Le programme, puisque c'est un centre de formation de la fonction publique régionale, par les différents programmes qui sont les amphithéâtres, qui sont des salles de classe sur 3 niveaux, etc., et puis ensuite les 2 derniers niveaux qui contiennent l'administration, et la forme spécifique de la parcelle, tout en longueur, eh bien, on avait envie de fabriquer cette micro-urbanité. Et c'est ça, finalement, qui était le point de départ de la mise en place de ce programme dans sa parcelle. Et il y a dans ce bâtiment une véritable complexité qui est basée sur cette théorie kanienne de l'urbanité intérieure. Ce qu'on voulait également donner, c'est une forme de domesticité. Côté espace public, une monumentalité, quelque chose de très abstrait, avec la galerie en rez-de-chaussée, avec le double registre. Et côté sud, au contraire, puisque Saint-Sauveur va être loti avec des programmes de logement, etc., on voulait donner une image domestique, une image ambiguë. Elle est au sud. Donc, puisqu'il n'y a pas, on va dire, non pas de cours de récréation, mais d'espace extérieur pour se retrouver en interclasse, eh bien, de donner ces grands balcons filants comme dans des grands appartements, et le moindre lueur de soleil à Lille, on a envie d'y aller. Donc on a voulu développer aussi ce jardin par strates qui viennent en quelque sorte prolonger la salle de cours à l'extérieur. Euralille 3000, Saint-Sauveur, tous ces projets-là sont vraiment inscrits dans une volonté politique. Ce sont un projet urbain, c'est un projet politique. Donc il y a une volonté vraiment de faire une métropole lilloise avec de la mixité, une attention au développement économique, une attention à un art de vivre qui s'est développé, qui est maintenant, je pense, reconnue. Cette métropole, elle devient attirante. Aujourd'hui, on est sur un quartier qui n'est jamais fini, qui ne peut pas être fini. Le slogan de Rallye, c'est « La ville continue » dans toutes ses acceptions, mais d'abord dans l'acception temporelle, il y a une réinvention permanente des enjeux auxquels on est confronté. Donc l'enjeu de la création initiale, vraiment de la table rase qui rend tous les possibles est un enjeu. L'enjeu d'avoir à livrer une gare TGV en temps et en heure est un enjeu qui donne quelques obligations. Et au fur et à mesure de l'histoire de Rallye, les pratiques, la façon de fabriquer cette ville s'est toujours adaptée aux enjeux qui étaient rencontrés. Alors la porte de Valenciennes, c'est un peu un Euralille 2 bis. Le contexte fait qu'on pouvait penser à l'époque, en s'y baladant, qu'on était un peu au bout de la ville. On est sur un territoire un peu tiraillé par de multiples cicatrices. Donc il y a un besoin de ranger un peu la maison et de restructurer l'ensemble des voies publiques. Et à travers cette restructuration, penser une programmation principalement orientée logement. Et là va arriver une politique nationale qui va nous permettre de même penser une première phase du projet dans le cadre du grand projet de renouvellement de la ville avec du programme social lié à l'ANRU. Avec un grand équipement qui va venir faire l'articulation en plus entre le nouveau quartier et l'existant, le quartier de Moulins, qui est l'auberge de jeunesse, qui se situe juste derrière nous. C'est un peu la pièce maîtresse au sens programmatique, mais au sens aussi urbain du terme. Il est vraiment au cœur de l'opération. C'est un peu la renaissance du quartier et l'extension un peu du quartier de Moulins avec son accroche avec Euralille. En parlant de Rallye 2 bis pour le quartier Porte de Valenciennes, c'est pour pas tout de suite parler d'un Euralille 3 qui est bien sûr la mutation des 24 hectares de la friche ferroviaire que représente l'ancienne gare logistique Saint-Sauveur.
sur lequel on est en train de travailler aujourd'hui à une programmation pour en faire encore un véritable morceau de ville et gommer ce grand vide qu'il représente aujourd'hui, tant dans la frontière qu'il opère entre les différents quartiers, centre, les nouveaux développements de Rallil, centre, Moulins et Oisem. Ici, on est en face d'une urbanisation qui a été réalisée donc, par François Leclerc, Michel Gutmann surtout, donc MGAU, sur la base d'îlots-jardins. C'est l'idée que les villes doivent être constituées, c'est-à-dire avoir des frontalités sur des espaces publics qui vont être donc maîtrisés au niveau de leur forme. Donc là, l'idée, c'est de trouver des moyens de mettre en place ces îlots qui cadrent les espaces publics, qui sont front à rue, mais également de révéler les jardins. Donc le projet que nous allons réaliser, c'est de fabriquer cette tête d'îlot, mais pour révéler ces jardins, il faut fractionner les bâtiments, il faut fabriquer des entre-deux qui vont permettre de voir les intérieurs. On va trouver sur l'espace public majeur, le Grand Boulevard, un immeuble de bureaux de 75 mètres de long, en bas duquel on va trouver des commerces, et sur le dessus, le tout va être coiffé par une coiffe de logement qui va amorcer, je dirais, cette première forme de complexité. Donc il y a 2 plots de logements qui vont avoir des natures différentes. Il y en a un qu'on va souhaiter extrêmement neutre parce qu'il se situe en face d'un équipement urbain, métropolitain, donc qui est une auberge de jeunesse associée à d'autres programmes sociaux qui est réalisé par la ville de Lille. Et de l'autre côté, en face du jardin central, on va trouver lui un programme dont la forme est particulière puisque c'est un bâtiment qui est nord-sud, donc il va essayer en se tordant d'aller chercher les belles lumières et au sud de fabriquer des systèmes de haut vent aussi pour, même si on est à Lille, lorsqu'il y a du soleil, de fabriquer des brise-soleil. On a proposé ici des bureaux qui n'étaient pas climatisés, simplement refroidis. On voulait absolument pouvoir ouvrir les fenêtres et fabriquer des balcons, des loggias, des coursives où les gens vont pouvoir sortir. Cette façade qui est assez neutre pouvait, d'ici 3 ans, 5 ans, etc., être investie par la verdure, par les gens, par des chaises, des petites tables qui montrent effectivement qu'on travaille, mais on vit également avec ses collègues, on vit sur le bureau. Ce serait pour nous une formidable réussite. Cette métropole, elle devient attirante. Le projet urbain, c'est aussi une capacité à montrer et à vraiment à chercher à attirer des gens à vivre dans un espace qu'on travaille, qu'on étudie, qu'on interroge tout le temps. Voilà, il y a une aventure assez exaltante qui s'est déployée depuis 20 ans sur Rallil. Aujourd'hui, ce quartier Rallil est un quartier qui est un succès avéré du point de vue de son remplissage, du rôle qu'il joue dans l'économie métropolitaine. L'aventure urbaine, elle va continuer dans toutes ses dimensions. Saint-Sauveur est une aventure très importante avec des enjeux urbains d'une nature très, très différente. On est aujourd'hui interrogé aussi bien dans les dimensions immobilières sur la question du travail, de ce qu'est le travail, de ce que sont les espaces de travail qui peuvent être offerts à l'économie qui se déploie. On a beaucoup de pratiques sociales qui sont aujourd'hui très interrogées. Je pense particulièrement au commerce, qui est vraiment une forme très importante d'animation d'espaces publics et de faire ville, de faire communauté, qui est fort interrogée par les dimensions par le e-commerce et des formes un peu alternatives qui peuvent être proposées. Donc, quelles que soient les dimensions de la ville, on a des injonctions d'innovation. On conduit aujourd'hui, du côté de Saint-Sauveur, des recherches assez innovantes en coproduction avec tous les concessionnaires sur une planification énergétique très ambitieuse. On réfléchit dans le cœur du triangle des gares sur les questions de mobilité, non plus du point de vue de l'infrastructure qui pourrait encore être augmentée, mais du point de vue des outils numériques et de la façon dont on va gérer les big data, la ville intelligente qu'on nous promet,
qui est une façon de piloter, d'optimiser les fonctions urbaines. On n'a pas construit cette opération sur un fleuve, mais il y a un fleuve qui est le fleuve ferroviaire. Coule voilà, cette emprise ferroviaire énorme. La gare Lille-Flandre est une gare qui joue les gares Lille-Europe et Lille-Flandre, qu'on essaye d'assembler dans un ensemble qu'on appelle Euraflandre, pour dire que c'est une seule gare avec 2 terminaux, mais voilà, on laissait cette infrastructure ferroviaire, ce fleuve ferroviaire qui coule au travers de la ville, et donc on a des enjeux de couture. Il y a la gare Saint-Sauveur, la gare de fret qui, n'ayant plus d'usage ferroviaire, laisse aujourd'hui une friche qui peut permettre de nouveaux développements urbains. Et il y a un projet Euralille qui aujourd'hui adresse toute son ambition à bien faire fonctionner cette turbine des mobilités, à bien faire fonctionner les enjeux de transport au sens large. Donc il y aura toujours du ferroviaire dans l'histoire d'Euralille, bien sûr.